suis installé, j'ai repris une partie des vignes de mon grand-père en 99, mais je suis la 8e génération à exploiter les vignes du domaine. La viticulture à 100% a commencé dans les années 60. Comme dans beaucoup de vignobles, on parlait plus de polyculture ici, il y avait beaucoup d'animaux, on faisait des fromages. Mais mon grand-père a eu l'opportunité et surtout l'envie d'investir plus dans la plantation de chardonnay ici autour du rocher de Vergisson. Voilà, et de développer les mises en bouteille pour des marchés export dès le milieu, fin des années 60. Et donc, avec tout ce matériel de mise en bouteille, il s'est mis à faire de la vente au caveau, mise en bouteille à la propriété, vente au caveau très tôt, avec des vinifications exclusivement en fût de chêne. Et du coup, cette vente en bouteille lui a permis d'écrire son nom, d'avoir le nom Forest qui résonne maintenant sur les cartes ou un petit peu dans le monde entier. À 17-18 ans, on pensait plus au rock'n'roll et aux filles qu'à venir. C'est pas un métier, hein? Non, malheureusement, quoique, oui. Plutôt que de venir se salir dans les vignes, dans la terre. Mais la chance que j'ai eue, c'était d'avoir accès depuis mon jeune âge à des grandes bouteilles de vin lors des repas familiaux avec mon père. Et j'avais envie de répondre à ces questions. Pourquoi autant de subtilité entre les vins d'une même appellation ou d'un même viticulteur Et vers 18 ans, j'ai commencé à me dire il faut vraiment que je trouve les réponses. Et les réponses, je les trouve là maintenant depuis 21 ans en cultivant chaque parcelle, en faisant du parcellaire, en vinifiant les vins à part. Et voilà, c'est un vrai plaisir maintenant de répondre à ces questions. J'ai fait donc 2 BTS en viticulture, œnologie et en commercialisation des vins. Et après, je suis parti travailler un petit peu aux États-Unis, dans une hyperstructure, donc qui m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde du vin et comprendre que ce n'était pas que des petits domaines familiaux, artisanaux. Je travaille sur près de 8 hectares. Et on ne veut surtout pas plus se développer, donc j'ai 2 salariés à temps plein et dans des conditions normales on prend 2 saisonniers, voire 3 saisonniers en plus entre la mi-avril et la fin juillet. Donc ça donne une idée du temps de main d'œuvre impliqué dans ce travail, dans nos vignes. Et donc tout est vraiment manuel, on travaille très peu avec des gros engins. Et on ne peut pas vraiment aller au-delà en termes de surface avec la structure de bâtiment qu'on a aussi aujourd'hui. Entre 2015 et 2016, on écoulait 100% de la récolte en 3 mois à peu près après la mise en bouteille. Et on s'est posé les questions à savoir si on augmentait la surface pour répondre à la demande. Et notre réponse a été plutôt d'augmenter la qualité. Donc on fait plutôt des investissements en main d'œuvre pour venir choyer chaque pied de vigne plutôt que de vouloir en faire davantage. Donc on veut vraiment extraire quelque chose de très concentré de nos terroirs, de nos vieilles souches, puisqu'en fait, vous voyez, ces vieilles vignes, là, c'est toutes des vignes qui ont un peu plus de 60 ans et elles ont vraiment beaucoup de choses à raconter. On va dire que je travaille sur 3 appellations. Pouilly-Fussé est la principale. J'ai 2 très beaux terroirs sur les Mâcons aussi, Mâcon-Vergisson, toute petite parcelle qui est située vraiment sur le sommet de la roche de Vergisson, donc dans des sols très pauvres, là-haut. Et un Mâcon-Pierre-Clos, j'ai eu la chance de reprendre la totalité du Clos des Charmes, qui est un terroir de malade avec des marnes très denses qui sont directement posées sur la roche calcaire. 60% de ce clos. Le clos fait 1,5 hectare, 60% à un peu plus de 90 ans. Donc on va vraiment chercher des vins très concentrés qui sont d'un grand niveau pour l'appellation Mâcon. Et après j'ai 2 parcelles différentes sur Saint-Véran. Terre Noire, avec des vignes qui ont aussi 80 ans sur un terroir que j'adore, avec des marnes brunes et sur un lit de cailloux. On a quelque chose de très drainant en profondeur. Et puis la Côte-Rôtie. La Côte-Rôtie est un grand terroir, mais on nous interdit d'utiliser maintenant le climat. Et pour cause, enfin, voilà, les syndicats de défense des Côtes-du-Rhône nous menacent de procès
et ont peut-être peur qu'on fasse de l'ombre à leur immense appellation avec nos seulement 5 ou 6. Ça s'appelle Côte-Rôtie. Tout à fait, c'est le cadastre napoléonien qui a baptisé ce secteur la Côte-Rôtie. Donc un interdit de plus dans notre belle liberté. Mais c'est comme ça. Donc j'ai rebondi en appelant, il fallait retrouver un nom à cette cuvée que j'appelle à présent la renommée, en jouant sur le double sens en français de réputé et à qui on a donné un nouveau nom. Voilà, et tout le reste c'est plutôt le noyau familial de Pouilly-Fussé. Donc toutes les vignes sont situées, on va dire, autour du rocher de Vergisson. Donc sur une zone assez restreinte, mais avec des expositions totalement différentes, des types de sols différents. Et on a vraiment des vins qui vont exprimer des arômes bien particuliers sur chaque parcelle. Ça dépend un petit peu de mon humeur, mais puisqu'on arrive des fois à faire des assemblages pour des raisons surtout organoleptiques, des fois pratiques aussi, pour faire coïncider des volumes. Mais on travaille en moyenne sur 7 ou 8 cuvées. Alors, pratique culturelle, déjà il faut parler de l'origine des vignes. Donc, toutes les vignes que vous voyez là, donc, qui ont été plantées, je le répète, dans les début des années 60, c'est donc des sélections massales que faisait mon grand-père. Il faisait lui-même les greffes. Sur l'appellation Pouilly-Fussé, ouais, c'est uniquement des sélections massales. La plus jeune vigne se trouve un peu plus loin là-bas, a été plantée en 1966. Donc on est pas mal en termes d'âge de vigne. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait? Donc à l'époque, même si les désherbants existaient déjà, ici dans le Mâconnais en général et en tout cas au domaine on n'en achetait pas parce que c'était sans doute trop cher. Et puis les habitudes étaient prises, les vignes étaient piochées à la main, labourées avec le cheval. Donc ça veut dire qu'on ne laissait pas d'opportunité à la vigne pour développer des racines de surface. Donc on a un système racinaire qui est ancré en profondeur dès les premières années de plantation. Et ça, j'insiste, pour moi c'est hyper important parce que grâce à ça on va pouvoir parler de terroir. Le terroir, ce n'est pas les 10 ou 20 cm de surface dans lesquels il y a tous les déchets végétaux, animaux qui nourrissent la vigne. Le terroir est bien plus en profondeur. Ici, on est sur des sols qui sont constitués il y a environ 170 millions d'années, pour faire simple. Donc en fait, tous ces fossiles, toutes ces marnes ont vraiment une richesse et un caractère spécifique au terroir des crêts. Donc c'est bien ça qu'on veut que la vigne aille puiser et restitue au raisin et donc au vin. À partir du moment où les vignes ont été constamment labourées, moi j'ai continué dans ce sens-là. Mais j'essaye d'appliquer la même technique dans les vignes qu'à la maison. C'est-à-dire qu'avec les enfants, mon épouse, on essaye de se soigner principalement avec la méditation, des plantes, des câlins. Mais lorsque ça ne fonctionne plus, lorsqu'on est vraiment malade, on préfère avoir recours à la médecine. Médecine générale avec parfois des médicaments. C'est-à-dire que dans les vignes, quand tout va bien et qu'on peut travailler avec des plantes, là moi j'ai commencé la campagne avec des tisanes d'ortie qui ont un effet un petit peu dynamisant mais aussi anti-mildiou. On continue, demain je vais faire un deuxième traitement avec de la prêle cette fois-ci. On travaille toujours avec du soufre, on a toujours une base de soufre dans les traitements et des traces de cuivre en plus à ce moment. Et tant qu'on peut travailler avec ça, c'est génial. Par contre, quand on a des conditions qui sont vraiment handicapantes pour le développement de la vigne, on sait que la chimie peut parfois nous aider. Et c'est la raison pour laquelle je ne cherche pas à être certifié. Alors je dis que le vin, c'est avant tout une histoire d'émotion. Et que si l'émotion, on l'a en lisant la recette derrière l'étiquette, ça ne correspond pas à ce pourquoi je me lève tous les matins. Je veux dire par là, tout est vinifié en fût de chêne, c'est pas écrit sur l'étiquette, tout est vendangé à la main, c'est pas écrit non plus. On a un tas d'éléments qu'on pourrait mettre en valeur, mais l'étiquette, elle est juste là pour dire qui a fait le vin, en quelle année, et puis après il y a tout un tas de mentions légales qui moi m'intéressent pas vraiment. Ce que j'attends du consommateur, c'est de le voir ouvrir une bouteille de vin, de sentir ce vin, fermer les yeux, se laisser guider et pas savoir si c'est bio, si c'est biodynamie, si c'est nature, si c'est… voilà, je comprends qu'on ait envie de consommer un produit bien précis,
Mais pour moi, je le répète, le vin, c'est vraiment une histoire d'émotion. L'émotion, il faut venir la prendre dans le verre.